Elle m'a dit cette phrase, je l'aime, mais je l'ai trompée. Auprès d'elle dans mon cabinet, il y avait un homme détruit qui répétait qu'est-ce qu'il avait de plus que moi. Dans la même pièce, tu as deux personnes qui souffrent, deux personnes qui s'aiment encore et une bombe qui a explosé, l'infidélité. Et si on en parlait, c'est un sujet qui met souvent le feu aux discussions. C'est un sujet passionnel. Et la thérapeute Esther Perel dit souvent que, peu importe de quoi on parle au départ, on finit presque toujours par atterrir là-dessus. D'ailleurs, pour cette vidéo, je m'inspire de son livre « Je t'aime, je te trompe ». Cette thérapeute qui a passé des années, voire des décennies, à écouter des couples déchirés, détruits, blessés, mais parfois aussi complètement transformés après une infidélité. On voit bien la complexité de la chose là. Elle refuse d'ailleurs cette vision simpliste, pour ou contre. Sa réponse quand on lui pose la question si elle est pour ou contre l'infidélité, c'est juste oui. C'est assez énigmatique, ça donne les tons. Ça montre surtout qu'il faut faire la différence et c'est crucial entre comprendre et justifier, excuser. Alors si t'as déjà été trompé, si t'as déjà trompé, ou si t'as peur que ça t'arrive à cause d'histoires qui s'est passées autour de toi, respire. On va essayer de mettre des mots là où d'habitude il n'y a que des cris, des accusations ou des silences qui font mal. Avant de commencer, je vais être clair. On ne va pas chercher des coupables, on va chercher du sens. Je ne suis pas là pour dire que les infidèles sont des monstres ou qu'il faut tout pardonner. Je ne suis pas là non plus pour dire que l'infidélité c'est bien, ni que l'infidélité c'est mal, point final. C'est pour comprendre ce qui se passe réellement dans la tête de celui qui trompe, dans le cœur de celui qui est trompé et dans l'espace fragile entre les deux. Les 5 points qu'on va explorer sont: pourquoi l'infidélité fait si mal aujourd'hui? 2. Pourquoi on trompe vraiment? 3. Ce que vit la personne trompée. 4. Rester ou partir. 5. Pardonner, reconstruire ou se reconstruire seul. Alors vous êtes prêts? Let's go. 1. Pourquoi l'infidélité fait si mal aujourd'hui? Aujourd'hui, on vit dans une époque paradoxale. On n'a jamais autant parlé de fidélité, de transparence, de communication dans le couple, mais la fidélité n'a jamais autant obsédé les gens. Avant, les mariages, c'était la sécurité et la stabilité, la famille, le statut social. Alors, ça a quoi à voir avec ces tout-là? Perel en parle beaucoup. Elle pense que c'est très lié à notre idéal moderne de l'amour romantique. L'idée qu'on doit trouver la personne, l'âme sœur, celle qui doit tout combler. Cette pression de trouver les bons ou la bonne. Aujourd'hui, le couple est devenu un endroit où on entend tout. On veut un partenaire qui soit notre meilleur ami, notre passion, notre soutien émotionnel, notre refuge, notre sécurité, notre stabilité financière, notre partenaire de croissance personnelle. En gros, je veux que tu sois mon foyer, mon aventure. Avec tout ça, l'infidélité n'est plus juste un écart sexuel. C'est vécu comme un crime contre notre idéal de l'amour. Du coup, quand il y a infidélité, ce n'est pas juste la confiance qui est brisée, c'est tous ces récits de vie. Tous ces belles idéaux qui se fondent. C'est une attaque contre l'identité même de la relation et parfois des soi. C'est pour ça que quand on s'est fait tromper, on a l'impression que c'est toute notre vision d'amour qui s'effondre, pas juste une relation. Et pourtant, malgré cet idéal, beaucoup de gens continuent à tromper. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur partenaire, mais parce qu'ils sont en guerre à l'intérieur d'eux. J'ai déjà entendu ça. Je ne voulais pas quitter ma femme, je ne voulais pas lui faire du mal, mais je me sentais mort à l'intérieur. Et cette autre personne m'a fait ressentir vivant. Tu vois les conflits? Ce n'est pas blanc ou noir, c'est humain, donc compliqué. Alors on ne va pas chercher à défendre ou juger, juste comprendre. Comprendre les raisons, la dynamique, ne veut pas dire qu'on approuve l'acte. Perel utilise un exemple assez fort, celui de Benjamin. Sa compagne Alzheimer ne le reconnaît plus. Et lui, il trouve du réconfort auprès d'une autre femme qui vit un peu la même chose. Difficile de juger ça à l'emporte-pièce. Ça montre bien que les situations réelles sont loin d'être noires ou blanches. Et puis même, la définition, qu'est-ce que c'est tromper? Ça varie. L'auteur les note. Par exemple, la façon dont une infidélité féminine peut être perçue au Mexique n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis où les regards peuvent être plus moralisateurs parfois. Et aujourd'hui avec Internet, les applis, les lignes sont encore plus troubles. Chanter en ligne, être actif sur un site de rencontres secrets, est-ce que c'est tromper ou est la limite, c'est devenu flou? Comment Perel nous aide à y voir plus clair? Elle propose de regarder 3 éléments clés. 1. Les secrets, c'est central. 2. L'alchimie sexuelle. Attention, ça ne veut pas forcément dire l'acte sexuel lui-même, c'est plutôt l'énergie, les désirs, le fait de se sentir désiré. 3. L'implication affective. Et ça peut aller d'une simple connexion, d'un jeu, à quelque chose de beaucoup plus profond, une vraie relation émotionnelle parallèle. 2. Pourquoi on trompe vraiment? On ne trompe pas quelqu'un parce qu'il ne suffit pas et on ne se fait pas tromper parce qu'on n'est pas assez. Alors, venons aux motivations. L'auteur insiste sur un point. Ce n'est pas toujours parce que le couple va mal. Et c'est ça ce qui est déroutant. Des gens qui se disent heureux, satisfaits dans leur couple, peuvent être infidèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent,
La légende parle davantage de la personne qui trompe que de la relation elle-même. Ça peut être une quête de soi, retrouver des parties de soi qu'on a l'impression d'avoir perdues ou mises de côté. Chercher à se sentir vivant, vibrant. Parfois, c'est la transgression elle-même qui attire. Ou alors, explorer des vies non vécues, ces autres chemins qu'on aurait pu prendre, ces autres moi qu'on imagine. L'histoire de Priya que Perel raconte est parlante. C'est une femme qui, dans sa liaison, retrouve un sentiment d'insouciance, presque d'adolescence. Ce n'est pas tant la mal même qui compte, mais c'est ce qu'elle redevient, ce qu'elle ressent avec lui. Revenons à Sarah. Sarah a 34 ans, née va des relations, un enfant, un appartement, un crédit, une vie stable. De l'extérieur, tout le monde dit, vous êtes un couple parfait. Mais à l'intérieur, Sarah se sent invisible. Elle ne se plaît pas vraiment. Elle gère tout, elle est forte. On vient vers elle quand ça va mal, mais personne ne lui demande, et toi, tu tiens comment? Un jour au travail, un collègue commence à lui parler différemment. Il commence à les regarder autrement. Ce n'est pas un coup de foudre hollywoodien, c'est discret, c'est progressif. Quelques blagues, quelques confidences, quelques pauses café où elle se sent enfin écoutée. Il lui dit qu'elle est belle quand elle rigole. Il lui envoie des messages. Tu es sûr que tu vas bien? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas un soir elle a tout détruit. C'est venu petit à petit. Sarah glisse dans quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé pour elle. Ce qu'elle vit dans cette relation parallèle, ce n'est pas seulement un autre corps. C'est un autre reflet d'elle-même. Elle dit, avec Louis, j'ai retrouvé une version de moi que j'avais perdue dans le quotidien. Est-ce que c'est ce qui sera ce qu'elle a fait à Michael? Non. Mais ça explique la tempête intérieure. Les jours où elle est entrée dans cette chambre d'hôtel, ce n'est pas seulement Michael qui l'a trahi. Elle a trahi la version d'elle-même qui voulait être parfaite, forte, sage, qui tient tout. Parfois, l'infidélité, ce n'est pas seulement une fuite de l'autre, c'est une fuite de soi-même tel qu'on est devenu dans la relation. Imagine maintenant Adam. Adam est marié, croyant. Il s'est juré qu'il ne tromperait jamais. C'est important pour lui, ça touche à ses valeurs les plus profondes. Mais il vit dans une relation où toute conversation devient une dispute. Il ne se sent jamais à la hauteur. Tout ce qu'il fait est pas assez bien. Un jour, une collègue l'écoute et lui dit simplement « Tu dois être épuisé à force de tout porter ». Petite phrase, gros impact. Pour la première fois, depuis longtemps, Adam se sent vu. Pas seulement comme le mari qui doit tout assurer, mais comme un être humain fatigué. Il ne cherche pas à tromper, mais une chose en amène une autre. Les confidences deviennent intimes. Une soirée dérape, puis deux, puis trois. Et là, Adam se retrouve dans un paradoxe total. Je suis en train de faire exactement ce que j'ai toujours condamné. Ce qui est intéressant dans les récits que Perel partage, ce n'est pas juste les actes, c'est la violence intérieure, je sais qui trompe. Ils ne se voient pas comme des monstres, ils se voient comme des gens qui ont franchi une limite qu'ils ne pensaient jamais franchir. Ils découvrent une part d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas connaître. L'infidélité, c'est parfois moins la trahison de l'autre que la trahison de l'image qu'on avait de soi-même. Toi, c'est qui vit la personne trompée. Maintenant, retournons du côté de Michael. Michael tombe sur les messages. Tu connais ces moments. Ton corps combat avant ton cerveau. Tu as les mains qui tremblent. Tu relis 10 fois la même phrase. Tu espères avoir mal lu. Il lit. C'était intense hier, j'ai encore ton odeur sur moi, j'ai hâte de te revoir. Son cœur tombe, il a l'impression que son corps s'est vide, il n'arrive plus à respirer. À partir de là, ce n'est pas seulement sa relation qui se fissure, c'est tout son passé récent qui se reprogramme. Il ne se dit pas juste, il a couché avec quelqu'un. Il se dit, depuis quand? Avec qui encore? Est-ce que chaque je t'aime qu'elle m'a dit était faux? Les voyages qu'on a eu il y a 3 mois, est-ce qu'elle lui parlait déjà? Ces week-ends où elle riait beaucoup sur son téléphone. Cette soirée où elle a dit « je suis fatiguée », ces jours où elle a refusé les câlins. Tu vois ce qui se passe? Ce ne sont pas seulement les faits qui font mal, c'est la réécriture du passé. Dans la tête de Michael, tous les moments heureux deviennent suspects. Perel explique que pour la personne trompée, le plus douloureux, ce n'est pas toujours l'acte en lui-même, c'est l'idée qu'une autre réalité existait en parallèle sans qu'on le sache. Michael ne se demande pas seulement avec qui, combien de fois. C'est même pas juste « elle m'a trompé ». C'est est-ce que toute notre histoire était un mensonge? Est-ce que je suis idiot? Est-ce que je vaux si peu qu'on puisse me trahir comme ça? Est-ce que je suis aveugle? Est-ce que je suis naïf? Est-ce que je suis ridicule? Est-ce que tout le monde savait sauf moi? Du coup, l'infidélité ne touche plus seulement les couples, elle touche l'identité. Et c'est ça, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils disent ce n'est pas si grave, c'était juste une erreur. Pour la personne trompée, ce n'est jamais juste une erreur, c'est un tremblement de terre. Une femme me disait, le pire, ce n'est pas qu'il ait couché avec elle. Le pire, c'est qu'il me disait « je t'aime le soir » en sachant ce qu'il faisait la journée. Derrière cette phrase, il y a une vraie blessure. Comment tu as pu me regarder dans les yeux en sachant ce que tu cachais? C'est pour ça que l'infidélité est souvent vécue comme un trauma. Pas parce qu'on est fragile, mais parce que le sol se dérobe sous nos pieds.
4. Rester ou partir. Explorons les deux schémas. Une fois la bombe posée, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on doit rester ensemble ou se séparer? Mais la vraie question, c'est comment on reste, comment on part. Parce qu'on peut rester tout en se détestant, en se punissant, en se surveillant. Et on peut aussi partir tout en restant enchaîné intérieurement, plein de haine, de mépris, sans être vraiment libre. Imagine un couple qui reste ensemble, mais qui tue les 6 jours. Sarah avoue tout en pleurant. Michael hurle, casse un verre, menace de partir. Oui, il s'effondre. Quelques jours plus tard, Sarah propose, on n'en parle plus, on va tourner la page, on va sauver notre couple, ok? Michael accepte parce qu'il a peur de la perdre. Mais à l'intérieur de lui, la question tourne en boucle. La jalousie explose à chaque notification sur ton téléphone. Ils restent ensemble, mais tout leur lien est maintenant basé sur la peur et les contrôles. Ils ont sauvé les couples en sacrifiant leur paix intérieure. Il y a des couples qui font ça, sauf que ça ressort à chaque dispute. Toi, de toute façon, tu as déjà prouvé que tu es. Les partenaires trompés utilisent la tromperie comme une arme pour toujours avoir les dessus. Et les partenaires infidèles vivent dans une culpabilité permanente. Ils ne sont plus dans un couple, ils sont dans un champ de bataille. J'ai déjà vu rester après une infidélité comme on reste dans une maison brûlée. Le mur tient encore, mais à chaque fois qu'ils respirent, ils sentent l'odeur de fumée. Ils disent « je reste pour les enfants » ou « je reste parce que j'ai peur d'être seul ». Mais à l'intérieur, ils se disent tous les jours « je ne mérite pas mieux ». Ça, ce n'est pas rester, c'est se punir à vie. Il y a aussi des couples qui décident de rester, mais d'une autre manière. Sarah avoue, Michael s'effondre, se met en colère, c'est violent, c'est brut, c'est humain. Mais au lieu de tout enterrer vite, il décide d'aller en thérapie. Là-bas, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas qui a tort, qui a raison, qui est le monstre. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre nous pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce que chacun de nous ressentait avant la tromperie? Qu'est-ce qu'on n'a jamais osé dire? Qu'est-ce qui était déjà cassé sans qu'on ose le dire? Qu'est-ce que chacun doit guérir en lui-même? Peut-être qu'ils resteront ensemble, ils auront utilisé cette crise pour se regarder en face, individuellement et ensemble. L'infidélité aura été un tremblement de terre, mais aussi un révélateur. Ils ne disent pas l'infidélité c'est rien. Ils disent ce n'est pas acceptable, mais on va voir si on peut construire quelque chose de nouveau après ça. Certains couples ressortent de là plus conscients, plus lucides, moins naïfs, mais parfois plus vrais. Partir aussi peut être vécu de deux façons. Partir pour faire payer, pour que l'autre souffre, c'est partir avec une chaîne autour des cous. Toute ta vie ensuite tourne autour de ce que l'autre t'a fait. Partir à conscience, c'est une autre énergie. J'ai vu une femme qui a décidé de partir après 12 ans de relation et 2 ans. Elle n'est pas partie sur un coup de tête. Elle a essayé la thérapie, elle a écouté, elle a pleuré, elle a pardonné une première fois, puis une deuxième et la troisième fois. Elle s'est regardée dans le miroir et elle s'est dit, si je reste, ce n'est pas lui que j'ai trahi, c'est moi. Elle est partie avec la peur au ventre, mais avec cette phrase en tête. Je ne pars pas parce que je ne vaux rien. Je pars parce que je vaux plus que ce qu'on me propose aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Ça veut dire que la douleur ne décide pas à sa place. 5. Pardonner, reconstruire ou se reconstruire seul. Il y a un mot qui revient souvent quand on parle d'infidélité. Pardon. On met une pression énorme là-dessus. Si tu ne pardonnes pas, tu es rancunier. Si tu pardonnes, tu es faible. En vrai, les pardons, ce n'est ni une obligation, ni un bouton magique. Pardonner, ce n'est pas dire ce que tu as fait est acceptable. Je n'ai plus mal. Je fais comme si ça n'avait jamais existé. Pardonner, c'est parfois juste dire « je refuse que cet événement gouverne toute ma vie émotionnelle ». Tu peux pardonner et rester, tu peux pardonner et partir, et tu as aussi le droit de ne pas être prêt à pardonner. Ce qui compte, c'est que tu ne te transformes pas en gardien des prisons de ta propre douleur. Pour conclure, retenons que l'infidélité, c'est un sujet qui déclenche beaucoup de jugements rapides. Mais derrière chaque histoire d'infidélité, il y a des blessures, des peurs, des désirs non exprimés, des conversations jamais eues. Si tu as été trompé, tu n'avais pas à faire plus pour mériter la fidélité. Si tu as trompé, ce que tu as fait a blessé quelqu'un, mais ça ne définit pas toute ta valeur à vie. La vraie question c'est, qu'est-ce que cette histoire révèle de la façon dont je m'aime, dont je me parle, dont je me respecte? Et surtout, qu'est-ce que je décide de ne plus accepter dans ma relation avec moi-même? Si tu te reconnais quelque part dans tout ce que j'ai raconté, prends un moment maintenant pour te poser cette phrase dans le cœur. J'ai choisi de ne plus me trahir. Dis-le en commentaire si tu veux l'ancrer. Pas pour alimenter l'algorithme, mais pour envoyer un signal clair. À partir d'aujourd'hui, même cabossé, même blessé, tu choisis de marcher vers plus de vérité avec toi-même.